Êtes-vous à la recherche de la vérité dans les massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous allons vous proposer un témoignage poignant d'un ancien combattant de Kalea ayant transporté les recrues de Kalea au stade, ayant transporté des corps et des blessés du stade vers l'hôpital de Donka, ayant participé à l'enlèvement des corps à l'hôpital et à la morgue de Donka, et ayant aussi participé donc à l'enterrement des corps dans des fosses communes. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses des soleils d'Afrique. Aujourd'hui, nous revenons avec un témoignage poignant. Un témoignage poignant d'une recrue de Kalea qui a joué un grand rôle dans les massacres du 28 septembre 2009 et qui peut nous dire beaucoup de choses, qui peuvent nous donner beaucoup d'indications. Nous avons reçu ce témoignage par le truchement de la mémoire collective. C'est un témoignage qui avait été recueilli par l'Observatoire national de la démocratie et des droits de l'homme et transmis donc à la commission d'enquête internationale envoyée par l'ONU en Guinée. Exploitons d'abord le témoignage. Le massacre du 28 septembre raconté par une recrue de l'ancienne junte. Témoignage anonyme d'un ancien combattant du camp de Kalea ayant transporté des corps après le massacre du 28 septembre. Je résidais à Ndirékolé, sans emploi, à la prise du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara. En février 2009, j'ai été convoyé à Conakry avec une centaine de jeunes par l'un des responsables de la junte. Nous étions en compagnie d'un autre responsable du CNDD, le Conseil national pour la démocratie et le développement, nom du groupe qui a pris le pouvoir après la mort de Lassana Conté, qui était là avec ses propres soldats. Arrivé au camp Alpha Yaya, on m'a expliqué les raisons de mon recrutement, la formation que je suivrais au camp de Kalea et la mission que je devais remplir. L'un de ses chefs me dira notamment qu'en raison de l'insécurité autour du capitaine Dadis et le manque de confiance entre lui et les membres du CNDD, notamment avec Sekouba Konaté dont il se méfiait, le capitaine Dadis, président de la junte, avait décidé de créer son propre groupe armé au sein des forces armées et qu'après ma formation, j'allais intégrer le régiment commando composé d'unités spécialisées de 4 bataillons d'élite conçus pour assurer la sécurité du président. Après une semaine au camp Alpha Yaya, j'ai été envoyé au camp de Kalea, dans la région de Forêt-Karia, où j'ai retrouvé de nombreuses recrues, toutes originaires de la région forestière. Après avoir reçu mes effets militaires, j'ai été présenté à mes instructeurs qui étaient tous des blancs. J'ai subi une formation de commando intense. Pendant ma formation, ce sont des professeurs guinéens recrutés qui faisaient la traduction car les instructeurs ne parlaient que l'anglais. Ma formation qui devait durer une année s'est brusquement arrêtée début septembre 2009. En début de semaine, j'ai reçu la visite d'une équipe du CNDD et d'autres militaires que je ne connaissais pas. Au cours de cette visite qui a duré toute la journée, j'ai été informé que le camp serait fermé pendant une semaine et que certaines parmi les recrues rejoindraient le camp Alpha Yaya pour une formation spécifique afin de réintégrer la garde rapprochée du président Dadis. Le 26 septembre, moi et près de 200 jeunes formés à Kalea avons été réunis au camp Alpha Yaya où on m'a expliqué que ma mission était d'empêcher des politiciens véreux qui ont décidé de braver le CNDD de manifester leur hostilité au CNDD. J'ai été affecté à la conduite d'un véhicule militaire
Et la mission qui m'a été assignée a été de conduire mes camarades aux différents lieux où ils devaient être postés. C'est plus tard dans la soirée que j'ai été informé que les politiciens avaient décidé d'organiser une manifestation au stade du 28 septembre. Mon équipe consignée au camp avait reçu l'ordre d'attendre le retour de Dadis de l'abbé où il effectuait une visite pour des instructions sur la mission qui lui serait assignée. Le 27 septembre, au soir, un camion militaire a été mis à ma disposition. Le 28 septembre au matin, l'un des proches de Dadis est venu m'informer que je devais convoyer mes camarades jusqu'à l'autoroute au niveau de l'hôpital d'Anka. J'ai effectué un voyage pour déposer près d'une cinquantaine de mes camarades. De retour au camp Alpha Yaya, alors je suis allé, comme mes autres camarades, au mess pour prendre mon repas. Aux environs de 15 heures, j'ai été appelé par mon chef qui m'a demandé de retourner au stade. Arrivé au stade, les militaires ont embarqué de nombreux blessés et certaines des personnes sont décédées dans les véhicules. Je les ai transportés à l'hôpital d'Anka. Ensuite, l'ordre m'a été donné de retourner au camp et d'y rester. Le soir, aux environs de 22 heures, un gradé est venu me chercher en me demandant de le conduire à l'hôpital d'Anka. Arrivé sur place, on m'a dirigé vers la morgue. Là, une dizaine de militaires ont embarqué des corps dans mon camion et l'ordre m'a été donné de prendre la direction de Yimaya dans la haute banlieue de Conakry. J'ai pris la direction du petit cimetière qui jouxte l'aéroport de Bessia. Arrivé au cimetière, des militaires présents sur les lieux ont débarqué les corps. Ordre m'a été donné de ne pas sortir du camion et de repartir avec le gradé au camp. Arrivé au camp, j'ai retrouvé mes camarades qui étaient au stade et qui m'ont fait leur récit des atrocités commises. Le lendemain, j'ai été appelé par l'un des chefs de la junte qui m'a signifié que j'avais un congé d'une semaine et que je devais non seulement retourner à Ndirékolé, mais que je ne devais rien révéler de ma mission. Pendant que j'étais en congé, j'ai appris qu'une commission internationale d'enquête devait arriver à Conakry pour enquêter sur les événements qui se sont déroulés au stade. Toutes les radios faisaient cas de cela. Pris de peur, je suis allé voir mon frère qui était professeur de droit dans une université de la place et lui expliquer ce que j'avais fait. Ce dernier m'a conseillé d'aller voir l'Observatoire national des droits de l'homme et Human Rights Watch. Ce que j'ai fait en allant jusqu'à indiquer à ces organisations le lieu où étaient enterrées ces victimes que j'avais transportées. Après mon récit, l'Observatoire m'a aidé à quitter la Guinée pour le Mali en attendant des jours meilleurs. Je suis donc parti pour Bamako où je suis resté jusqu'en 2011. J'apprendrai pendant mon séjour hors de la Guinée que le camp Kalea a été fermé, que tous mes camarades ont été exclus de l'armée et que seule une infime partie d'entre eux a pu réintégrer l'armée. Je suis marqué à vie par ces événements. Vous venez donc d'écouter donc ce témoignage que nous vous avons lu, qui est disponible en ligne sur le site de l'Observatoire national de la démocratie et des droits de l'homme. Nous vous mettrons le lien donc dans la description. Ici, le gars est en train de parler. Il dit qu'il a quitté Ndirékolé pour se rendre à Conakry. Il n'était pas seul. Ils étaient nombreux. Et qu'ils avaient récupéré, c'est un responsable du CNDD qu'ils avaient récupéré donc à Ndirékolé. Et il dit qu'ils sont allés au camp Alpha Yaya Diallo. Là-bas, on lui a expliqué les raisons de son recrutement, la formation qu'il devait suivre et aussi la mission qu'il devait remplir. Donc déjà ici nous comprenons que la mission qu'il devait remplir n'est pas une mission ordinaire comme les missions ordinaires ou régaliennes donc de l'armée.
Mais c'était une autre mission, une mission spéciale. Nous allons le comprendre dans la suite. Quelque part, il dit qu'un haut gradé du CNDD, proche de Dadis, lui aurait dit qu'à cause de l'insécurité autour du président Dadis Camara et aussi d'un manque de confiance de Dadis envers certains membres du CNDD, entre parenthèses Sekouba notamment, Dadis Camara aurait décidé de créer son propre groupe armé au sein de l'armée. Donc, nous pouvons conclure, comme on a toujours pensé, que Kaleya était une milice privée de Dadis Camara qui était conçue pour sa sécurité parce qu'il avait peur peut-être qu'il soit renversé. Donc, il s'était dit qu'il fallait donc mettre une ceinture propre à lui, autour de lui, pour faire sa sécurité. Alors, il dit que sa formation devait durer 1 an. Mais, brusquement, cette formation s'est arrêtée. Cette formation s'est arrêtée en début du mois de septembre 2009. La formation s'arrête. On leur dit que le camp sera fermé pendant 1 semaine. Certaines personnes vont aller à Alpha Yaya Diallo. Et puis bon. Et lui, il se retrouve dans le groupe qui arrive donc au camp Alpha Yaya Diallo. Et il explique que le 26 septembre 2009, donc quelques jours, donc 2 jours avant donc les massacres du 28 septembre 2009, ils ont été réunis au camp Alpha Yaya, près de 200 recrues de Kaleya. Et après, on va lui donner donc sa mission. La mission de ces gens était quoi? La mission de ces gens était d'empêcher les politiciens véreux qui ont décidé de braver les CNDD de manifester. Donc, la mission qu'ils avaient, c'était d'empêcher la manifestation. D'empêcher la manifestation. Il y avait donc des politiciens qui avaient voulu braver donc Dadis Camara, qui ont demandé de faire une marche, et donc ces gens-là avaient pour mission d'aller les dissuader, avaient pour mission d'aller donc empêcher à ces politiciens de faire leur manifestation. Il dit, j'ai été affecté à la conduite d'un véhicule. Donc on lui donne la mission de conduire un véhicule. De conduire un véhicule. Et donc, on met aussi un véhicule à sa disposition le 27. Mais toujours le 26 là, il dit qu'il fallait qu'ils attendent le retour de Dadis de l'abbé où il séjournait pour recevoir les instructions. Donc, ça veut dire clairement que les instructions devaient venir de Dadis Camara. Donc les instructions de ces recrues qui avaient été donc regroupés au camp, qui devaient aller barrer la route aux politiciens, ces instructions devaient donc venir de lui-même Dadis Camara. Donc la répression Dadis Camara est dedans. Finalement, lorsque Toumba dit qu'il avait entendu Georges dire qu'il avait déjà infiltré 3 véhicules, ce n'est pas faux. Puisque le gars dit que le 28, finalement, il a déposé ses camarades vers l'autoroute, vers l'hôpital de Donka. Donc, ce sont ces gens qui se sont dirigés vers le stade, les recrues de Kaleya. Lui, il a déposé vers l'autoroute. Et il explique encore que vers 15 heures, il a été appelé pour aller au stade. Arrivé au stade, on a embarqué des blessés et des corps. Et pendant le voyage, il y a même des blessés qui sont morts dans les véhicules. Direction Donka. Direction Donka. Donc avec les blessés et les morts. Il revient donc au camp. Et le soir, on vient encore le prendre. C'est un haut gradé qui vient le chercher, de l'accompagner donc à l'hôpital de Donka. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, c'est donc l'enlèvement des corps. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent déjà des militaires qui étaient là et finalement on embarque des corps dans son véhicule. Direction donc Yibaya.
vers donc des fausses communes. Alors, chers amis, vous comprenez vous-même ce qui s'est passé. Ici, c'est quelqu'un qui a participé, qui est en train de dire qu'il a participé. Et le témoignage est là. L'Observatoire national de la démocratie et des droits de l'homme, je crois qu'ils vont avoir quelqu'un qui va venir étaler tout cela. Nous croyons. Et ce gars n'est plus au Mali où il avait été envoyé parce que beaucoup de témoins avaient été déplacés. Mais actuellement, il est rentré. Il est rentré actuellement. Il est sur place. Maintenant, est-ce qu'on va le compter parmi les témoins? Est-ce que l'Observatoire national de la démocratie et des droits de l'homme va nous faire le plaisir de faire écouter donc ce témoin, de faire écouter ces témoins pour qu'ils nous disent la vérité, qu'ils nous donnent des indications sur le nombre de corps, qu'ils nous donnent des indications sur les lieux d'enterrement. Chers amis, c'est là où on comprend qu'il y avait vraiment de la pagaille. Même quand le général Sano dit qu'il avait envoyé 3 véhicules, après 4 véhicules, mais là, nous constatons que cette recrue de Kalea ne faisait pas partie du groupe des militaires ou des camions gérés par le général Sano, qu'il avait mis à la disposition donc de Madame Perrine Loart. Beaucoup de choses encore, beaucoup de témoignages encore. Nous vous laissons le lien de ces témoignages dans la description pour ceux qui voudraient bien l'écouter ou lire eux-mêmes en ligne. Chers amis, que pensez-vous donc? Que pensez-vous donc de ces témoignages? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner. Et surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!